Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours attirer les bonnes opportunités au bon moment, tandis que d'autres travaillent dur sans jamais obtenir leur chance? Est-ce simplement de la chance, un bon réseau, un privilège caché? Et si je vous disais que l'opportunité n'est pas quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on attire? Selon Napoleon Hill, l'auteur du célèbre livre Think and Grow Rich, les opportunités ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat direct de votre état d'esprit, de vos décisions et de votre manière de penser. En tant que jeune entrepreneur, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup de contacts. Mais vous avez quelque chose de plus puissant, votre mentalité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 leçons fondamentales pour devenir un aimant à opportunités. Si vous appliquez ces principes, vous ne courez plus après le succès viendra vers vous. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que la majorité des entrepreneurs ignorent, et c'est souvent celle qui change tout. Leçon 1. Avoir un désir brûlant. Le désir brûlant est le point de départ de toute réussite matérielle ou spirituelle. Napoleon Hill souligne que la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue réside dans la nature même de son ambition. Un simple souhait est une impulsion faible, une flamme vacillante qui s'éteint au premier courant d'air. À l'inverse, un désir brûlant est une obsession constructive qui sature le conscient et l'inconscient. Ce n'est pas un caprice passager, mais une direction de vie qui ne laisse aucune place au plan B. Pour l'entrepreneur, ce désir doit être traduit en chiffres, en dates et en vision précise. Sans cette clarté laser, l'esprit erre dans un brouillard d'indécision et les ressources de l'univers, qu'elles soient humaines, financières ou créatives, restent hors de portée car elles n'ont aucune cible vers laquelle converger. La psychologie moderne confirme ce que Hill prêchait. Notre système d'activation réticulaire, SAR, agit comme un filtre pour les informations que nous recevons. Lorsque vous définissez un objectif avec une intensité émotionnelle forte, vous programmez littéralement votre cerveau pour qu'il identifie les opportunités qui passaient inaperçues jusque-là. Là où d'autres voient un marché saturé, l'esprit animé par un désir brûlant voit une niche à exploiter ou un service client à améliorer. C'est cette clarté qui crée une sorte de magnétisme. Un leader qui sait exactement où il va dégage une aura de certitude qui rassure et attire. Le flou, au contraire, est le plus grand dissipateur d'énergie. Il crée une friction interne qui ralentit chaque décision et finit par repousser les partenaires potentiels qui cherchent de la solidité. Pour cultiver ce désir, il ne suffit pas d'y penser une fois par an lors des bonnes résolutions. Il préconisait une répétition constante, presque rituelle, de l'objectif. Cela implique d'écrire son but, de fixer une contrepartie, car on ne reçoit rien sans donner, et de ressentir l'émotion de la réussite avant même qu'elle ne se matérialise. Cette anticipation émotionnelle est le carburant nécessaire pour traverser les périodes de sécheresse financière ou créative. Un entrepreneur déterminé ne voit pas les obstacles comme des murs, mais comme des énigmes à résoudre pour atteindre son but ultime. Son désir est si puissant qu'il finit par influencer son environnement, transformant son entourage et ses circonstances pour les aligner avec sa vision intérieure. En résumé, le désir brûlant est l'étincelle qui allume le moteur de l'opportunité. Leçon 2. Développer une foi inébranlable. La foi, dans le contexte de la réussite, est l'état d'esprit qui permet de visualiser le succès alors que les preuves physiques indiquent le contraire. Il la définit comme une forme d'autosuggestion positive qui transforme la pensée en une vibration puissante. Ce n'est pas une espérance passive, mais une certitude active. Sans cette foi, l'entrepreneur est à la merci de l'opinion publique et des fluctuations du marché. La foi agit comme un bouclier contre le poison du doute, qui est le plus grand saboteur de l'innovation. Lorsque vous croyez fermement en la valeur de votre projet, cette conviction transparaît dans votre langage corporel, le ton de votre voix et votre capacité à maintenir le cap malgré les critiques.
C'est cette énergie qui convainc un investisseur de parier sur vous plutôt que sur un concurrent plus qualifié mais moins convaincu. La foi, inébranlable, modifie radicalement votre perception du risque. Pour celui qui manque de confiance, chaque nouveau défi est une menace potentielle de perte. Pour celui qui possède la foi, chaque défi est un levier de croissance nécessaire. Cette posture psychologique crée un environnement propice aux miracles opérationnels. Hill expliquait que la foi ouvre les vannes de l'intelligence infinie, permettant à des idées révolutionnaires de germer là où régnait auparavant la stagnation. Les opportunités fuient les esprits craintifs car la peur contracte l'esprit alors que la foi l'expand. En cultivant une certitude intérieure, vous devenez une anomalie dans un monde dominé par l'incertitude. Et c'est précisément cette rareté qui vous rend attractif pour les opportunités de haut niveau. Développer cette foi demande un entraînement rigoureux de l'esprit. Il s'agit de surveiller son dialogue intérieur et de remplacer systématiquement les « et si j'échoue » par des « comment puis-je réussir ». La foi se nourrit de petites victoires accumulées et d'une vision à long terme qui dépasse les revers immédiats. Il insistait sur le fait que la foi est contagieuse. Un dirigeant qui croit sincèrement en sa mission insuffle cette même énergie à ses employés et à ses clients. Cette confiance collective devient alors une prophétie autoréalisatrice. Les portes s'ouvrent non pas par chance, mais parce que votre présence même exige une réponse positive du monde extérieur. La foi est, en fin de compte, la force qui transforme une idée immatérielle en une réalité tangible et rentable. Leçon 3. Prendre l'initiative. L'initiative est le moteur de l'action qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Napoleon Hill observait que les individus les plus prospères n'attendaient jamais que les conditions soient parfaites, car la perfection est une illusion utilisée par la procrastination. Prendre l'initiative signifie agir avant d'y être obligé par les circonstances. C'est cette proactivité qui génère du mouvement dans un système statique. Les opportunités ne sont pas des événements qui tombent du ciel. Ce sont des réactions chimiques produites par le contact entre une action audacieuse et un besoin non satisfait. En faisant le premier pas, vous modifiez la dynamique de votre marché et forcez vos concurrents à réagir à votre vision plutôt que l'inverse. L'action est le langage que le monde comprend le mieux. Une idée, aussi brillante soit-elle, n'a aucune valeur marchande tant qu'elle n'est pas testée par l'exécution. Prendre l'initiative, c'est aussi accepter de porter des responsabilités que d'autres évitent. Souvent, les plus grandes opportunités de carrière ou d'affaires se cachent sous la forme de problèmes complexes que personne ne veut résoudre. Celui qui se porte volontaire pour affronter ces défis attire immédiatement l'attention des décideurs. L'initiative crée une visibilité qui agit comme un phare pour les partenaires potentiels. Comme le soulignait Hill, le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les actions montrent qu'il sait où il va. L'initiative personnelle est intimement liée à l'autonomie. Elle exige de ne pas attendre de permission pour innover ou pour améliorer un processus existant. Dans l'économie moderne, la rapidité d'exécution est un avantage concurrentiel majeur. Ceux qui hésitent ou qui attendent un signe voient les fenêtres de tir se refermer devant eux. Au contraire, l'esprit d'initiative transforme chaque interaction en une possible ouverture. Chaque email envoyé sans sollicitation, chaque prototype construit dans un garage, chaque proposition audacieuse faite lors d'une réunion est une graine d'opportunité semée. L'action ne garantit pas toujours le succès immédiat, mais elle garantit l'apprentissage et le mouvement, deux éléments essentiels pour finir par rencontrer la chance. Leçon 4. S'entourer d'un cercle stratégique. Le concept du mastermind, esprit maître, est sans doute l'apport le plus célèbre de Napoleon Hill à la science du succès. Il postule que lorsque deux esprits ou plus collaborent dans un esprit d'harmonie totale vers un objectif défini, ils créent une troisième force invisible, une sorte de super-esprit capable d'accéder à des solutions inaccessibles individuellement. Votre entourage n'est pas seulement une composante sociale de votre vie,
c'est votre infrastructure cognitive. Si vous êtes entouré de personnes limitées par la peur ou le cynisme, vos propres ambitions seront lentement érodées par osmose. En revanche, intégrer un cercle stratégique de personnes plus intelligentes ou plus expérimentées que vous force votre esprit à s'élever et à envisager des opportunités d'une envergure supérieure. Les opportunités ne flottent pas dans l'éther, elles circulent à travers des réseaux humains. Faire partie d'un cercle stratégique, c'est avoir accès à des informations privilégiées, à des introductions clés et à des ressources partagées. Un véritable mastermind agit comme un miroir critique qui vous aide à identifier vos angles morts et à affiner votre stratégie. Hill insistait sur le fait que personne ne peut réussir seul à une grande échelle. La complexité du monde des affaires exige une diversité de compétences et de perspectives. En vous entourant de profils complémentaires, un technicien, un vendeur, un financier, un visionnaire, vous créez une machine de guerre capable de détecter et de saisir des opportunités là où un individu isolé serait submergé par la tâche. Le choix de cet entourage doit être délibéré et impitoyable. Il ne s'agit pas de complaisance mais de croissance. Un cercle de qualité vous tiendra responsable de vos engagements et vous poussera hors de votre zone de confort. C'est dans ces échanges que naissent les idées disruptives. Souvent, une simple conversation avec un membre de votre réseau peut vous faire gagner des années de travail en vous évitant une erreur coûteuse ou en vous pointant vers un marché émergent. L'opportunité est une fonction de la proximité. Plus vous êtes proche de l'excellence, plus vous avez de chances d'être impliqué dans des projets d'excellence. Votre succès est la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, non seulement financièrement, mais surtout en termes de qualité d'opportunités perçues. Leçon 5. Persévérer malgré les refus. La persévérance est le test de résistance ultime du caractère. Hill affirmait que l'échec est souvent un plan de la nature pour nous préparer à de grandes responsabilités. La plupart des gens voient un refus comme un point final, alors que pour l'entrepreneur accompli, c'est simplement une donnée supplémentaire dans l'équation. La persévérance ne signifie pas s'obstiner bêtement dans une direction qui ne fonctionne pas, mais maintenir l'objectif final tout en étant flexible sur les moyens d'y parvenir. Les opportunités les plus précieuses sont rarement sur le bord de la route. Elles sont souvent enfouies sous des couches de rejet et de frustration. C'est la capacité à continuer après que l'enthousiasme initial s'est dissipé qui définit la trajectoire de réussite. Chaque échec contient en lui le germe d'un avantage équivalent. Cette philosophie de Hill permet de transformer la douleur du refus en une curiosité analytique. Qu'est-ce que ce refus m'apprend sur mon produit ? Sur mon pitch? Sur ma cible? En persévérant, vous épuisez la résistance du sort. Le monde semble avoir un mécanisme de filtrage qui élimine ceux qui ne sont pas assez sérieux. En restant debout après chaque chute, vous envoyez un message de fiabilité et de résilience. Les partenaires et les clients finissent par accorder leur confiance à celui qui a prouvé qu'il ne s'effondrerait pas à la première difficulté. La persévérance transforme l'impossible en probable, puis le probable en inévitable. La différence entre le succès et l'échec se joue souvent à 1 millimètre près, juste après le moment où l'on a envie d'abandonner. Hill relate de nombreuses histoires de chercheurs d'or qui ont arrêté de creuser à quelques centimètres de la veine principale. Dans le monde des affaires, la percée arrive souvent après une série de non qui ont servi à affiner votre proposition de valeur. La persévérance forge une endurance mentale qui devient elle-même une opportunité. Vous devenez capable de supporter des niveaux de pression que vos concurrents ne peuvent pas tolérer. En fin de compte, le succès n'est pas une destination, mais le résultat d'un refus systématique de se laisser arrêter par des circonstances temporaires. Celui qui refuse de s'avouer vaincu finit toujours par découvrir que le monde n'a d'autre choix que de lui céder le passage. Attirer l'opportunité n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est même pas une question de ressources. C'est une question d'identité. Lorsque vous développez un désir brûlant, une foi inébranlable, une action constante, un cercle stratégique et une persévérance solide, vous devenez magnétique. Les opportunités ne frappent pas toujours à la porte. Parfois,
Elles observent de loin. Elles attendent de voir si vous êtes prêt. La vraie question n'est pas « quand l'opportunité viendra-t-elle ?» La vraie question est « êtes-vous devenu la personne capable de la reconnaître et de la saisir ?» Commencez dès aujourd'hui. Clarifiez votre vision. Agissez sans attendre. Entourez-vous mieux. Refusez d'abandonner. Et souvenez-vous, l'opportunité ne choisit pas les plus chanceux. Elle choisit les plus préparés. Si vous êtes prêt à devenir cet entrepreneur, alors votre prochaine opportunité pourrait être plus proche que vous ne le pensez.